Bac plus 5 actuel à la valeur du bac 1965. Plus vous mettez des enseignants sous-qualifiés face à des élèves, forcément ces élèves à l'arrivée sont sous-qualifiés. Vous savez bien que les notes du bac sont totalement truandées. Mais totalement, hein. Il y a une interdiction pratique de mettre une note inférieure à 8. Monsieur Briguely, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Jean-Paul Briguely, agrégé de lettres, prof en classe préparatoire au lycée Thiers à Marseille, essayiste, romancier, polémiste, mauvais garçon. Comment en êtes-vous arrivé à vous intéresser à la question de l'école à domicile? Alors, en voyant l'échec de l'école à l'école. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, pas au début de ma carrière, ça fait un certain temps quand même que j'ai commencé, au début, voilà, ça roulait, on avait des élèves qui arrivaient dans un état normal, etc. Puis petit à petit, depuis on va dire une vingtaine d'années, on a vu arriver des élèves qui arrivaient dans un état de plus en plus anormal. Actuellement, on sait par exemple qu'en 5e, en maths, ils ont un niveau, péniblement, un niveau de CM1 d'il y a 20 ans. Ça, on le sait parce qu'on a des enquêtes, l'enquête Pearls par exemple, qui vient de sortir, qui prouve qu'on est avant-dernier de toute l'OCDE. On est devant le Chili. On est devant le Chili. Ben, c'est une performance. On pourrait être derrière le Chili. Vous voyez, il faut savoir se contenter du peu que l'on a. Mais c'est peut-être pas suffisant. Donc, voyant ça, j'ai commencé à m'enseigner. Alors, à la fois par le côté administratif, c'est-à-dire que les inspecteurs, par exemple, ont une liste dans chaque rectorat de tous les gens qui font école à la maison, puisque l'école n'est pas obligatoire, mais l'instruction, oui. Donc, il faut aller vérifier les uns après les autres comment ça se passe. On ne le fait pas chaque année, mais on débrouille pour qu'il y ait quand même une surveillance régulière. Ils sont en lien d'ailleurs avec les organismes qui s'occupent de combattre les sectes, etc. Bon, mais ça c'est là, on veut dire, c'est vraiment la partie très supérieure. Ce qui m'a vraiment intéressé, c'était les gens qui avaient choisi de faire l'école à la maison parce qu'ils déploraient le niveau de l'école publique. Et qui se sont mis d'ailleurs dans un deuxième temps à déplorer le niveau de l'école privée. Parce que l'école privée, surtout celle qui est en contrat d'association avec l'État, etc., ne fait pas forcément beaucoup mieux que l'école publique. Dans certains coins, il est même impossible d'inscrire ses enfants dans l'école de secteur, sauf désir de catastrophe. On est à Paris, là, tout de suite. C'est une ville dans laquelle il y a des milliers, vous entendez bien, des milliers de demandes de dérogation chaque année de parents qui, puisqu'on est à Paris et qui sont tous bobos, pleins de relations, etc., jouent sur leurs relations pour que leurs enfants soient inscrits à tel endroit plutôt que tel autre, etc., et qui, en désespoir de cause, finissent par les inscrire à 8 000 € par an au cours à Temer. Voilà. Ou en désespoir de cause, finissent par se dire eh bien, il y en a un de nous deux qui travaillera et l'autre qui va faire classe à la maison. Ce qui marche assez bien, globalement, jusqu'à fin 3e. À peu de choses près. Après, 9 fois sur 10, ils les inscrivent dans un circuit standard, avec d'ailleurs un niveau qui, très souvent, est excellent. Voilà. Vous avez également la situation intermédiaire, c'est-à-dire ceux qui sortent leurs enfants de l'école et qui les inscrivent au CNED. L'ancien ministre de l'Éducation, Luc Ferry, ayant constaté qu'il se faisait suer, comme on dit vulgairement, à l'école, a fini sa scolarité à la maison, avant de passer en fac. Vous avez d'ailleurs un certain nombre d'écoles qui se sont créées, qui sont parfois de qualité, qui sont parfois des trompe-couillons, pour les élèves dits à haut potentiel intellectuel, qui se sentent pas bien à l'école, etc. Parce que vous avez tous les cas de figure possibles et imaginables. Il y a ceux qui les sortent pour des raisons religieuses, de conviction, etc., fondées ou non.
Ceux qui les sortent pour des raisons pratiques, parce qu'ils habitent dans un endroit paumé, parce qu'ils ont décidé de vivre à la campagne, au milieu des chèvres et des plants de hashish. Et puis, vous avez ceux qui les sortent parce qu'ils désirent pour eux ce qu'il peut y avoir de mieux. Donc, téléenseignement à distance, c'est de plus en plus performant quand même, puis en général c'est de bon niveau, renforcé ou non par ce que papa et maman peuvent apporter eux-mêmes. Ça suppose, bien évidemment, qu'on appartienne à des classes cultivées, ce qui fait que les 80% de la population qui appartiennent de fait à des classes qui sont culturellement déficitaires ne bénéficieront jamais de l'école à la maison et continuent à s'engouffrer dans ce que le système fait de plus nocif. Alors, pour avoir une idée du phénomène, combien de familles sont concernées par l'école à la maison? On fait ce choix? À peu près 50 000. 50 000 en France. Ouais. Et c'est un chiffre qui augmente ou qui a tendance à diminuer? C'est un chiffre qui a légèrement augmenté ces derniers temps, mais qui a augmenté sur les 20 dernières années. Voilà. Il faut voir le temps long, qui a augmenté sur les 20 dernières années au fur et à mesure qu'on s'est aperçu que, contrairement à ce qu'affirmaient les différents ministres successifs, le niveau ne montait pas et avait même tendance à s'effondrer. Très souvent, le désir a été de pallier les insuffisances d'un système qui est absolument à bout de souffle ou qui fait de son mieux, comme je l'ai écrit autrefois, pour fabriquer des crétins. Et ça marche d'ailleurs assez bien quand même. Pourquoi fabriquer des crétins? Alors, il y a des raisons historico-économiques. Il faudrait remonter à ce qu'on appelle le protocole de Lisbonne, 1999-2000, qui décide, c'est une directive européenne, là c'est facile à vérifier pour tout le monde, qui décide que nous avons besoin de 10% de cadres, 10% de cadres de haut niveau, bien formés, etc., et 90% d'une main-d'œuvre multitâche. Ce qui d'ailleurs correspond à l'état du libéralisme actuel, qui n'a rien à voir avec le capitalisme des années même 60, où on avait une progression globale des classes moyennes, etc., qui essayait de monter, et d'ailleurs d'une génération sur l'autre, très souvent, ça montait effectivement. Là, actuellement, les classes moyennes savent, si elles ne le savent pas, c'est qu'elles sont vraiment au taquet, savent qu'elles sont en train de s'effondrer. Que par exemple, pour quelqu'un qui a une vingtaine d'années, l'accès au logement lui est infiniment plus difficile que ce que cela a été pour ses parents. Donc, ces gens-là vont être... on ne va pas essayer de les former véritablement d'une façon supérieure, on va essayer de les former à minima. D'abord, ça coûtera moins cher, à tout point de vue. Et ensuite, comme de toute façon, l'emploi à vie c'est terminé, on va leur faire 10 boulots différents, etc. Ils seront, comme on disait autrefois, taillables et corvéables à merci. Et en plus ils seront incultes, et plus ils feront ce qu'on leur dira. Donc, supprimer l'école telle qu'elle était, remplacez-la par Cyril Hanouna, et vous avez le résultat. Donc vous dites... mais c'est un calcul. Que ça fait partie d'un calcul, d'un plan. C'est un calcul véritable à un niveau européen. Vous n'avez les pays qui actuellement caracolent en tête des classements sont très rarement des pays européens. C'est Singapour, c'est certaines régions de Chine, c'est le Japon, c'est la Corée du Sud, etc. Les dragons émergents, vous savez, comme on dit. Bon, en Europe, les seuls qui, pendant un certain temps, ont surnagé, c'était les pays scandinaves. C'est fini. C'est fini, ils sont en train de s'effondrer également comme les autres. L'Allemagne, à un certain moment, a réagi vraiment. Il y a, aux alentours des années 2003-2004, les Allemands ont, pour les études, une espèce de vénération très ancienne. Tout le monde, vous savez, Herr Doktor, en quelque sorte. Et ils ont essayé de réagir en dissociant véritablement ce qui était du domaine de l'enseignement technique, où on spécialise très tôt, vers 12-13 ans, et ce qui était du domaine des études générales. En France, on n'en est pas là, de toute façon. Donc, ce qu'on constate, véritablement, c'est que le niveau s'est effondré, que le niveau des enseignants s'est effondré lui-même, et que plus vous mettez des enseignants sous-qualifiés face à des élèves, forcément, ces élèves, à l'arrivée, sont sous-qualifiés.
Voilà, c'est un mécanisme, en quelque sorte, arithmétique inverse. Vous voyez Est-ce que vous avez un exemple de choix pédagogique qui a été fait, par exemple, à l'école primaire, où on constate vraiment un déficit de... Alors, je vais en prendre deux. Il y a un exemple très ancien qui remonte à la fin des années 60, lorsqu'on a décidé qu'on ferait des maths modernes. Maths modernes, c'est les théories de groupe, les ensembles, etc. Vous avez évité ça, vous êtes trop jeune pour avoir connu ça. Pourquoi est-ce qu'ils ont voulu faire ça? C'était dans un but égalitariste. Attention, on était entre Pompidou et Giscard. C'était dans un but égal, mais ils étaient contaminés par toute une idéologie qui était entrée en masse dans l'éducation. C'était l'idée que, en faisant ça, les parents ne pourraient pas aider les enfants. Et donc, ça mettait tout le monde à égalité. En fait, il y a des parents qui ont trouvé des répétiteurs pour donner des cours à leurs enfants, et puis les autres qui se sont plantés sauvagement. Premier point. Deuxième point, toute la France, depuis que l'éducation est devenue publique dans les années 1880, toute la France apprenait à lire et à écrire en méthode alpha-syllabique. Le B.A.B.A. Le B.A.B.A. Voilà. Il y a des méthodes très 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 anciennes, la méthode de Vauquer, enfin bon bref. Et à partir des années, ça a commencé dans les années 50, mais c'était expérimental. À partir des années 60, on s'est mis à penser différemment. On s'est dit, oui, mais le B.A.B.A. favorise les élèves comme B.A.B.A. Ba, ça ne veut rien dire. C'est le début de ce qu'on appelle le code. Ça va donc favoriser, on dit les idéologues, les élèves qui ont, par milieu parental, un sac de mots déjà important. Et ça va créer une différence. Une iniquité. Une iniquité, tout à fait, par rapport à ceux qui, chez eux, parlent avec peu de choses. Vous voyez, c'est la fameuse histoire de l'Institut qui montre une moyenne section de maternelle, qui montre une image de chien, et qui dit « Alors, Kevin, qu'est-ce que c'est ?» Kevin, regarde, il dit « C'est un wawa. » Non, Kevin, c'est un chien. Charles-Édouard, qu'est-ce que c'est? Charles-Édouard regarde et dit, mais c'est un Golden Retriever. Ah, c'est bien, Charles-Édouard. Oui, c'est tout à fait ça. Tu vois, Kevin, Charles-Édouard, il savait, lui. Ça va? À partir de là, ils se sont dit, eh bien, on va prendre l'image du Golden Retriever, on va écrire chien à côté, et tous les deux vont apprendre ça simultanément. Ce qu'on appelle les méthodes idéo-visuelles, c'est-à-dire que ce qu'on voit, c'est une image, et on capte les mots comme des images. Le réservoir de mots, ça s'exerce sur des mémoires toutes simples, ça croît très très vite. Mais ils sont incapables de connecter les mots. Vous voyez? C'est-à-dire que la relation syntaxique entre le chien, la couleur dorée du chien et le fait qu'il morde, est un truc qui se perd totalement. C'est ce qui fait d'ailleurs que vous avez dorénavant, j'ai eu en Hippocagne, des gens qui écrivaient « il les plante » avec un S à plante puisqu'il y avait les devant. Il les plantes vertes, probablement. Vous voyez, voilà. C'est-à-dire qu'il y a des réflexes qui se créent et dont il est extrêmement difficile de se défaire. C'est pareil en maths, d'ailleurs. Vous avez des effets de dyscalculie parce que les méthodes par lesquelles on apprend les 4 opérations de base ont changé. Par exemple, renseignez-vous sur la façon dont on apprend la division. La division est faite par soustraction successive. Alors que vous et moi, nous avons appris la division comme au fond l'inverse d'une multiplication. Ce qui faisait d'ailleurs que, à peu près, à la fin du CP, on maîtrisait les 4 opérations de base. La division, actuellement, ça prend entre le CM1 et le CM2. Et elle n'est pas maîtrisée. Moyennant quoi, vous avez des instituts, on en parlera peut-être ultérieurement, qui disent « Oui, mais c'est pas grave, on a des machines pour faire des divisions. » Vous voyez, avec ce genre de raisonnement, vous passez du franc à l'euro en multipliant les prix par 4, 5 personnes s'en aperçoivent. Voilà. Il y a une volonté véritable d'écraser en quelque sorte le niveau en sauvegardant quand même une élite. Le problème, c'est qu'on s'aperçoit actuellement que même l'élite est en train de descendre.
On s'en aperçoit, hein. On a des élites qui sont autoproclamées, mais qui n'ont plus grand-chose à voir avec une élite. Ça fait un certain temps qu'on ne récolte plus tellement de prix Nobel en France. Et l'ensemble s'effondre, alors que dans d'autres pays, l'ensemble monte. Par exemple, en maths, vous avez ce qu'on appelle la méthode de Singapour, qui revient finalement à une méthode un peu à l'ancienne, mais redynamisée, qui marche admirablement bien. Vous n'avez qu'à regarder ce qu'on appelle les Olympiades de maths. Depuis le début des années 2000, ce sont que des Asiatiques qui les remportent. C'est fait au niveau première terminale. Moi, j'ai eu des élèves en maths sup me disant on est allé aux Olympiades de maths et on s'est retrouvé face à des gosses de 12 ans qui nous mettaient minables et qui arrivaient de Chine, de certaines régions de Chine, parce que la Chine, c'est pas unifié. Il y a des régions qui sont des pôles économiques et culturels, et puis il y a des régions qui sont beaucoup plus agricoles. Bon, mais on est en train de s'effondrer vraiment. Il y a une braderie globale. Je rappelle que nous ne sommes plus une nation industrielle, nous ne sommes plus tellement une nation culturelle, quoi qu'on croit, véritablement. Nous sommes une nation de service. Eh bien, écoutez, Uber nous mangera. De tourisme. D'ailleurs, Uber Eats. Uber Eats. Pardon. Et alors, que faudrait-il faire selon vous? Est-ce qu'on peut faire quelque chose d'ailleurs? Eh bien, le problème, c'est que à un niveau global, ça fait longtemps qu'on ne fait plus rien. Je dirais même un certain nombre de ministres successifs qui ont fait de leur mieux pour détruire ce qui existait. Une institution comme l'inspection générale et les inspections secondaires ou primaires ont fait de leur mieux pour interdire aux profs de transmettre des savoirs. La grande idée, le début de l'apocalypse, si vous voulez, là où c'est chiffrable, c'est la loi Jospin en juillet 1989. Bon. L'idée, c'est l'élève construit tout seul ses propres savoirs. C'est une idée qui est très très belle quand vous êtes Blaise Pascal. Vous savez, Pascal, son papa a eu 9 ans ou 10 ans, lui a enlevé ses bouquins parce qu'il avait retrouvé tout seul de tête les 12 premiers principes d'Euclide. Mais moi, je vous le dis franchement, pas moi, vous, je sais pas, mais ils sont partis de l'idée que l'enfant, en voyant une phrase, pouvait en déduire les règles grammaticales. C'est ce qu'on appelle la grammaire de texte. C'est-à-dire qu'on vous balance un texte et on vous dit « Tiens, regarde le texte. Dis-moi, à ton avis, quels sont les mots qui sont des sujets? Quels sont les mots qui font l'action ?» Puis vous avez la grammaire de phrase, on vous dit « sujet, verbe, complément ». Et on vous l'enfonce dans la tête jusqu'à ce que ce soit passé. À voir votre âge, vous êtes juste entre les deux. Je suis à la limite. Voilà, vous êtes à la limite. Donc, on sait depuis très longtemps ce qui marche. Pas de problème. Mais on a choisi de faire autrement. On a vraiment choisi pour des raisons... Alors, c'est assez marrant, c'était pour des raisons libertaires, au fond. Et ces raisons libertaires sont venues au secours du libéralisme le plus débridé, qui n'a pas besoin, effectivement, d'une classe intermédiaire qui aspirerait à s'élever, qui a besoin d'une oligarchie qui s'auto-perpétuera. Voilà. C'est-à-dire qu'au fond, j'en suis là dans mon analyse, après m'être insurgé contre tout ce qui se faisait depuis plus de 20 ans, l'école réussit admirablement ce à quoi elle s'est dédiée en France en particulier et en Europe de façon générale. Parce que c'est pareil en Espagne, c'est pareil en Italie, etc. C'est pareil aux États-Unis. L'ensemble du système scolaire occidental... Université compris? Oui, bien sûr. Bien sûr. En France, c'est grotesque. Jusqu'à la fin de la licence, en gros, tout le monde passe. Tout le monde passe. Il y a ceux qui abandonnent tout seuls. Mais tout le monde passe parce que la fac a intérêt à les faire passer puisqu'ils reçoivent une subvention par étudiant. Et puis le barrage, actuellement, c'est fin licence. Fin licence, vous avez en gros le choix entre passer dans un master global, généraliste, ou passer dans un master très particulier, réservé à une élite, etc. Y compris dans des facs de droit, etc. Bon, là s'opère la vraie classification. C'est une question d'évaluation.
Vous savez, vous êtes assez vieux pour vous rappeler l'époque où une baguette valait 1 franc. Ah oui. Actuellement, une baguette vaut au moins 1 euro, c'est-à-dire 6 francs 60. Bon, il y a eu donc une légère inflation. Inflation, effectivement. Voilà, ben c'est pareil. Dans les années... Alors, mettons que vous êtes allé à l'école primaire dans les années 80, 90. Fin des années 80. Bon, les instituts que vous aviez avaient été formés, globalement, dans les années 60. Dans les années 60, comment est-ce qu'on formait un institut? On lui faisait passer un concours fin troisième, qui était le concours d'entrée dans les écoles normales, où en 3 ans, on le montait en même temps au niveau du bac et au niveau du diplôme d'instituteur. Actuellement, pour être professeur des écoles, c'est plus ronflant, mais ça en dit moins, il faut être à bac plus 5, en M2. Donc plus de temps d'études. Beaucoup plus de temps d'études pour un résultat plus mauvais. Je suis donc amené à constater que bac plus 5 actuel a la valeur du bac 1965 ou 70. Vous voyez? Ah oui, bien sûr. Exactement comme la baguette. Voilà. Ça devient même grotesque parce que pendant très longtemps, le concours d'instituteur était réservé, après ce système où il y avait vraiment un barrage fin troisième. Après, on a pris des gens, au niveau de la licence, qui avaient suivi un cursus dans une matière qui était enseignée à l'école. Français, histoire, géographie, langue, maths. Et actuellement, on prend n'importe qui. 80% des gens qu'on a comme professeurs des écoles viennent de 2 filières qui sont sociaux et psycho. Et ils ne connaissent rien en maths, en français, en histoire, etc. Moyennant quoi, en histoire, on peut leur dire, et ça tombera dans l'oreille de quelqu'un qui n'y connaît rien, tu sais, l'histoire, c'est vachement idéologique, c'est l'histoire des hommes blancs colonialistes, alors il faut, toi, que tu fasses autre chose, etc. Moyennant quoi, on ne fait plus, par exemple, d'histoire chronologique, et on a des spots uniquement là comme ça. Donc des élèves à la fin vous diront que La Fontaine est un romancier du XVIe siècle. Le XVIe siècle d'ailleurs c'est celui qui s'exprime en 1900 et quelques. Ou 1600 et quelques. Vous voyez? Histoire de faire... ils n'ont aucun sens chronologique. De toute façon, ils ont le plus grand mal à concevoir qu'il y a eu quelque chose avant leur naissance. Parlez cinéma avec eux. Essayez de parler cinéma avec eux. De leur dire, et quand ils furent de l'autre côté du pont, les fantômes vinrent à sa rencontre. Nosferatu, truc final, etc. Même Matrix, c'est loin. Vous voyez? Et encore, Matrix, tout ce qui se rappelle, c'est que les frères Wachowski ont changé de sexe. C'est à peu près tout. On est dans une culture de l'immédiateté, renforcée par les réseaux sociaux, par le fait qu'on n'arrête pas de les flatter sur ce que tu dis est bien, etc. Deuxième étape, avant l'apocalypse de 1989, à la fin des années 60, un gros responsable de l'éducation nationale a décrété que la langue qu'on apprendrait à l'école serait la langue parlée et pas la langue écrite. Alors même vous, ça n'a pas marché tout de suite, hein. On vous a fait apprendre, je sais pas, la cigale et la fourmi, le corbeau et le renard, etc. Mais c'est très mal. Les instituts qui vous ont fait ça étaient d'affreux réactionnaires. Actuellement, c'est Aya Nakamura. Non. Si, il y a un député En Marche qui a expliqué qu'elle était l'ambassadrice par excellence de la langue française. Ça remonte à il y a un mois. Ouais, effectivement, j'ai entendu ça. Voilà. À l'école, vraiment, on apprend des... Eh bien, on apprend plein de chansons, etc. Si vous allez sur les sites, c'est très drôle, vous allez sur les sites fréquentés par les profs qui se demandent des renseignements entre eux, ce qui est tout à fait louable et tout. Je dois faire un cours sur tel sujet, qu'est-ce que je pourrais prendre comme texte ?
quelques jours, je dois faire un cours sur une déclaration d'amour. Et 9 fois sur 10, ce qu'on leur dit, c'est des chansons, des petites nouvelles, à la limite. Je me suis fait traiter de tout parce que je leur ai dit, l'acte 3 de Cyrano de Bergerac, c'est pas mal dans le genre. Ah ouais, mais c'est un alexandrin, c'est compliqué, ils vont se prendre la tête. En fait, ceux qui vont se prendre la tête sont les profs. Voilà. Je ne veux pas avoir l'air méprisant envers mes collègues. Simplement, ils n'ont pas été formés. Ils n'ont pas été formés du tout. On les a formés pour ce pourquoi ils étaient faits. Dans les années 60, il y avait un problème de médecine en Chine et Mao a décidé de former 3 types de médecins. Il y a ceux qui connaissaient 5 maladies. Ceux qui connaissaient 10 maladies et ceux qui connaissaient le reste. Alors vous étiez malade, vous alliez d'abord voir le médecin des 5 maladies. 5 maladies est plus courante, bien entendu. S'il ne trouvait pas, il vous envoyait au médecin des 10 maladies. S'il ne trouvait pas, vous étiez mort. Vous voyez ? Ce qui, à l'échelle chinoise, ne pose aucun problème. Voilà, on a fait la même chose, c'est-à-dire que l'expérience en cours, si vous avez enseigné, vous voyez très bien ce que je veux dire, c'est que vous ne pouvez pas vous contenter de savoir ce que vous enseignez. Vous devez en savoir beaucoup plus, parce qu'il peut y avoir à n'importe quel moment une question qui amènera une réponse un peu plus pointue quand même que le contenu même du cours. Vous voyez, vous faites un cours, alors mettons un cours d'économie de première année, vous brassez les grands principes, etc. Et puis, il y en a un qui vous dit « Monsieur, et les cycles de Kondratiev ?» Et là, vous rentrez déjà dans un truc un peu plus pointu, et puis vous pouvez critiquer Kondratiev, et puis donner des exemples, et voilà. Mais encore faut-il répondre tout de suite. Ou bien, je ne sais pas, quelqu'un qui vous dira Monsieur, entre le marxisme et le communisme, c'est pareil. Le débat monstrueux, vous voyez. L'idéologie de la marchandise chez Marx, c'est un truc absolument sublime. On est très très loin quand même de ce que pouvait raconter le gouvernement soviétique sur le sujet. Vous voyez, bon. Il en faut infiniment plus. Moi, j'étais prof de lettres. Je ne vais pas me contenter des 7 ou 8 écrivains que le ministère veut bien mettre au programme. Et qui sont plus ou moins les mêmes, La Fontaine, Voltaire, etc. Vous savez, la Racine de la Bruyère, Boileau de la Racine, enfin, etc. Bien. Il faut que je sache infiniment plus de choses. Parce que je vais leur dire, mais oui, mais alors vous savez, imaginez, vous êtes au café Procope, rue de l'Ancienne Comédie, vous voyez, à Paris, vers 1745, et dans ce café, il y a Voltaire, il y a d'Alembert, il y a Diderot, il y a Montesquieu, et là vous faites un panorama complet, et il y a Rousseau qui est au chiottes. Bon, je ne déconne pas, c'est vrai. Bon, et vous faites un panorama complet à partir de ça. Mais si vous vous dites, bon, moi je vais juste apprendre Candide, c'est fini. C'est fini parce que vous ne faites pas miroiter ce qui pouvait être intéressant. Vous voyez, vous ne leur donnez pas envie d'aller chercher, vous ne leur donnez même pas envie d'aller voir où est le Procope. Vous voyez, qui est le seul café historique qui est resté d'avant la Révolution. On est passé dans une ère de... c'est plus de l'ordre de l'occupation, du divertissement. Les élèves, d'ailleurs, viennent en classe, comme ils vont au supermarché, ils viennent butiner des trucs à droite, à gauche. Soit vous les intéressez, soit vous les intéressez pas. À ce moment-là, ils se reportent sur leur portable, ils se racontent des conneries. Vous diriez qu'on vit un effondrement civilisationnel ? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Voilà. C'est évident. On est une civilisation qui est absolument à bout de souffle. Et l'école et le... On a des exemples avant. La civilisation romaine s'est effondrée de la même manière. À un certain moment, les barbares qui venaient, et qui n'étaient pas d'ailleurs des méchants garçons, contrairement à ce qu'on a voulu nous représenter, dans un premier temps, ils essayaient de se romaniser, et dans un deuxième temps, en voyant l'état des Romains,
Ils se sont dit, mais enfin, nous sommes des Burgondes, et on va gérer ça comme des Burgondes. On n'a pas besoin d'être des Gallo-Romains. Ils ont créé la Bourgogne. Vous voyez, c'est pareil pour les Vandales, c'est pareil pour... etc. C'est-à-dire que... je sais bien qu'on aime bien les représenter comme des envahisseurs qui violaient les femmes, etc. C'est pas du tout le cas. Ils ont pris Rome, bon, d'accord, mais quand ils ont pris Rome, il ne restait plus rien à Rome. Voilà, c'était fini. Lorsque Alaric prend Rome, il ne reste rien. Actuellement, l'Europe s'écroule de l'intérieur. Et la France particulièrement, mais enfin pas plus que les autres. Hein. Vous avez une civilisation occidentale qui est en train de s'effondrer. Et je vois l'école comme la pierre de touche. Vous voyez, c'est là qu'on s'aperçoit qu'on a laissé flotter. Alors, on a laissé flotter tout en investissant beaucoup d'argent à perte, d'ailleurs pour rien, hein, absolument pour rien. On a investi par exemple énormément d'argent dans des collèges de banlieue, etc., qu'on aurait mieux fait de détruire. On a décidé d'instruire les gens dans leur quartier. C'est pas très vieux, hein, ça remonte aux années 80. Avant, moi, j'habitais Marseille, je viens de quartiers très périphériques de Marseille, dans les quartiers nord de Marseille, et il n'y avait pas de lycée. On allait dans les lycées du centre. Et il y avait un brassage sociologique évident. On leur a construit des lycées sur place, de sorte que vous habitez le ghetto, vous allez dans le collège du ghetto, et vous finissez dans le lycée du ghetto. Ils ont même inventé, il y a quelques années, la possibilité d'avoir des mutations plus faciles si on était originaire du ghetto et qu'on demande un poste à l'intérieur du ghetto. Comme ça, on était sûr de... Vous voyez ? Et vous avez en même temps un autre ghetto, mettons dans le 5e arrondissement, où vous finissez automatiquement à Louis-le-Grand ou à H4. Mais ce n'est pas le même ghetto. Voilà. Alors on a fait des politiques plus ou moins voyantes du style on va prendre 10% ou 15% ou 20% de boursiers, etc. Richard Descoings s'est amusé à faire ça à Sciences Po. Vous savez, on prend des gens sans concours, les meilleurs des lycées périphériques parisiens, Seine-Saint-Denis et tout. Bon, eh bien, il n'y en a aucun qui a réussi l'ENA. On les a pris à Sciences Po, hein, mais ils n'avaient pas les codes. Et on ne leur a pas donné les codes. On ne leur avait pas donné les codes. Moi, je viens d'un tout petit milieu. Je suis reconnaissant à l'école des années 60 de m'avoir permis de passer Normal Sup. Actuellement, quand je l'ai passé, c'était déjà, le fait d'une élite. Il y avait, dans les grandes écoles, Normal Sup, Polytechnique, etc., entre 10 et 12% d'enfants des classes populaires. Actuellement, moins de 2%. On a tellement travaillé, soi-disant, pour que les enfants des classes populaires aient les mêmes chances que les autres, que pratiquement, ils n'en ont plus. Vous voyez ? Il fallait être assez fin pour faire ce genre de choses. Parce qu'à la fois, vous faites de la démagogie, que vous camouflez en pédagogie, vous faites de la pédadémagogie. Et ça marche très très bien. Et que les profs, pas tous, hein, soient dupes de ce genre de trucs et disent « nous voulons encore des moyens », etc. Ce n'est pas des moyens qu'il faut, c'est une révolution dans leur tête. Mais c'est fini. Il n'y a pratiquement aucune chance. Si, la seule chance, c'est vous sortez votre gosse du système et vous lui faites classe, à l'ancienne. Mais alors, l'école à la maison pose aussi de nombreuses questions, notamment d'organisation, de compétences des parents, de sociabilisation des enfants. Alors, ça, en général, on va prendre ça dans l'ordre. Le problème de la compétence des parents fait que l'école à la maison, très souvent, est le fait de gens qui appartiennent aux classes intellectuellement supérieures. Et d'un. Deuxièmement, vous avez une question financière qui est que l'un des deux parents doit automatiquement s'arrêter de travailler. C'est un travail à temps plein. Hein, d'autant que ça n'a pas l'air, mais c'est fatigant de faire classe. Vous voyez, même quand on fait classe à 2 personnes. Et au niveau de la socialisation, là, la réponse, c'est qu'en général, ils sont inscrits dans des clubs de sport, etc., de façon à ce qu'ils voient effectivement d'autres personnes.
Et ça marche d'ailleurs assez bien. Ce qui rend la gymnastique encore plus compliquée, parce que d'un côté vous faites classe, et puis vous les amenez l'un au tennis, l'autre au judo, le troisième à l'équitation, le quatrième au golf. Je prends exprès des exemples comme ça, mais si vous préférez mettre le foot, je n'ai pas d'objection. Mais, et ça marche en général, la classe à la maison, très souvent, c'est jusqu'à la fin troisième. Après, ça devient un peu trop spécialisé pour des parents, mais ça va, l'essentiel est acquis à ce moment-là. Mais il faut être compétent, vraiment compétent. Il faut avoir bossé la question à fond. On ne s'improvise pas enseignant. Voilà. Et il faut avoir quand même la volonté et puis avoir travaillé la question. Et puis ça dure. Ça dure parce que ça va durer des années. C'est pas l'affaire de 3 mois. Vous voyez, y en a qui ont compris ça pendant le premier confinement. Il y a eu sur les réseaux sociaux toutes sortes de plaisanteries du style « Plus jamais je ne dirai de vilaines choses sur les enseignants parce que je me suis retrouvé en train de faire classe. Plus jamais je ne croirai que mon enfant n'est pas un petit monstre, c'est un petit monstre. » Parce que je l'ai eu toute la journée sur le dos, exactement comme les enseignants l'ont toute la journée sur le dos. C'est donc une solution, l'école à la maison, c'est une solution élitiste, ça c'est un premier point, mais c'est pas une injure pour moi. Élitiste, probablement temporaire, parce que vous ne pouvez pas mettre ça à un certain moment, il y a l'obstacle des concours nationaux, à commencer par le bac ou l'équivalent. Bon. Troisième point, ça revient finalement très cher. Ça revient très cher en salaire que vous ne recevez pas. Vous voyez, il faut être sûr que l'un des deux, peu importe, que l'un des deux va pouvoir faire bouillir la marmite. Et si vous en avez un, c'est une chose. Si vous en avez 2 ou 3, vous vous retrouvez dans le cas, vous savez, des écoles rurales d'autrefois, où dans une classe unique, vous aviez tous les niveaux en même temps, et où l'instit arrivait à jongler d'une façon extraordinaire avec tous les niveaux. Vous avez un très beau film, s'appelait « Être ou avoir », un très beau documentaire qui date d'il y a une bonne quinzaine d'années, qui a eu tous les prix possibles et imaginables, qui montrait une classe comme ça, avec un instit extrêmement performant, qui arrivait en fait à utiliser même le niveau CM2 pour faire progresser plus vite le niveau CP. Vous voyez, le tout dans une petite commune qui avait une classe unique avec une quinzaine de gosses. Mais on a eu tendance à les supprimer, comme on a supprimé la poste, comme on a supprimé tous les services, petit à petit, on regroupe. Ça revient moins cher, etc. On n'a pas... Bon, mais quand vous faites cours à la maison, c'est ça tout le temps. Parce que vous n'allez pas avoir des triplés. Vous voyez, vous avez des gosses d'âge différents à qui il va falloir tenir en simultané 3 discours en même temps. Voilà. Ou alors, être sûr que pendant que vous enseignerez à l'un, les 2 autres ne vont pas se pendre à vous en réclamant ceci ou cela. Donc, ça demande une organisation extraordinaire. Ça demande, par exemple, une surface au sol importante. Ah oui. Il faut que chacun ait sa chambre. Trouvez-en. Trouvez beaucoup d'endroits où vous êtes sûr que chaque môme a sa chambre, qu'il peut s'isoler, qu'on peut l'envoyer lire quelque chose dans sa chambre, faire ses devoirs pendant que vous travaillez avec le troisième, etc. Vous voyez ? Il faut même avoir, si possible, une pièce destinée à l'école, parce que c'est bien d'avoir un tableau, c'est bien d'avoir des pupitres, etc. C'est-à-dire refaire véritablement l'école. Vous ne faites pas l'école sur la table de la cuisine. Vous voyez ? Parce que c'est important dans un système éducatif, d'avoir un cadre avec un bureau précis, qui est votre bureau, sur lequel vous avez rangé vos affaires, etc., etc., etc. C'est vrai d'ailleurs même à l'âge adulte. À l'âge adulte, on aime bien avoir son bureau. Voilà. Et que nous disent les chiffres sur ces enfants qui font l'école à la maison et qui ensuite reviennent dans le circuit éducatif ? C'est très variable. Ça dépend un peu des raisons.
Il y a ceux qui font l'école à la maison de façon à pouvoir s'occuper en même temps des chèvres et des plants de hashish qui poussent au milieu du maïs, Dijon. Ça va être très délicat parce que, en fait, il y a des tas de choses qu'ils n'auront pas apprises. Ça dépend vraiment de la compétence. Ceux qui le font pour des raisons religieuses, on peut s'attendre même à des catastrophes parce que, évidemment, il y a des pans entiers des programmes, il y a des programmes quand même, officiels, des inspecteurs qui viennent chez eux et qui n'ont pas le droit de refuser de recevoir, vérifient ce qui a été appris. Mais vous comprenez bien qu'il y a des programmes entiers en sciences de la nature, en histoire, etc., qui disparaissent. Et qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là ? Alors, il y a des sanctions possibles, il y a des signalements, ça dure des années. Les procédures durent des années. On peut théoriquement même enlever les enfants. Voilà. Mais c'est au bout de... une fois qu'on a épuisé tous les recours, ça peut durer des années, il n'y a aucun problème. On a très peu de procédures très contraignantes en France, finalement. Il y a des signalements qui se font, etc. Il y a des enquêtes, on va suspecter tel ou tel d'être sous l'influence d'une secte. C'est souvent le cas dans certaines sectes protestantes qui jouent là-dessus. Bon... je vais prendre un exemple. Vous êtes un croyant, un vrai croyant. Mettons au hasard, juif ou musulman. Vous avez à traiter, pendant l'histoire contemporaine, la guerre des 6 jours. Comment vous allez la traiter ? Vous avez à traiter la guerre d'Algérie. Comment vous allez la traiter ? On a demandé à Benjamin Stora de faire un rapport qui vient d'être remis là aujourd'hui, à l'heure où on parle, sur comment réconcilier Algériens et Français dans la construction d'une histoire qui peut être enseignée simultanément en Algérie et en France. Et dit-il, à partir des témoignages. Très bien, très bonne idée. Moi, j'ai travaillé personnellement sur un bouquin sur les témoignages des harkis. C'était un déluge d'horreur absolument épouvantable. Vous montrez ça à un Algérien et vous dites c'est tout inventé. Ce sont des traîtres. Voilà. On est dans un niveau passionnel. Quand j'ai fait mes études, ça remonte, on n'allait pas au-delà de 1945. Voilà, ça s'arrêtait là. 1945, 60. Maximum. Parce qu'on avait jugé que l'époque contemporaine était un peu juste. C'est Lin Piao, le dirigeant maoïste, à qui on avait dit « Qu'est-ce que vous pensez de la Révolution française ?» en 1965. Et qui a regardé son interlocuteur et qui lui a dit « Il est un peu tôt pour le dire. » Oui. Parce qu'effectivement, l'histoire est un produit très dangereux. Mais les sciences naturelles aussi. Dites Darwin dans une classe de croyants, vous allez voir un petit peu le retour que vous avez. Dans une classe de littérature, parlez-leur de Voltaire. Moi, j'ai été menacé, on va vous égorger demain, parce que je travaillais sur un texte de Voltaire sur Abraham. Voilà. En fait, vous vous rendez compte que, parce que Voltaire a écrit une pièce de théâtre qui s'appelle Mahomet ou la superstition, ou le fanatisme, pardon. Et rien que le fait même que ce titre existe rend Voltaire insupportable à plein de gens. Vous allez sur Wikipédia, vous apercevrez que Voltaire n'aime pas les musulmans, n'aime pas les juifs, n'aime pas... C'est du pipeau, hein. Ça n'existe pas. Il n'y avait pas de mec plus tolérant que lui. Bon, il n'aimait pas les jésuites. Bon, mais ça, c'était des combats politiques. Mais ce que je dis de Voltaire, c'est vrai d'autres, etc. Pensez qu'il y a... Je sais pas, il y a 4 ans, j'ai une collègue qui devait, parce que ça avait été mis au programme, pas par elle, c'était mis au programme officiellement, qui allait travailler sur le voyage au bout de la nuit, Céline, et qui a dit, moi, Céline, je ne l'étudierai pas. Pour ces pamphlets antisémites. Parce que pamphlet antisémite, qu'il soit l'un des 2 ou 3 plus grands écrivains du XXe siècle, l'indifférait totalement. Pamphlet antisémite, c'est comme les gens qui vous diront maintenant Picasso, Balthus, etc. Tout ça, c'était des pédophiles, etc. Il faut enlever les œuvres des musées.
Bon, c'est un signe même de décivilisation, si vous voulez. Une civilisation triomphante se ramasse tout. Une civilisation qui s'effondre exclut tout. C'est une lourde évidence. Regardez ce qui, actuellement, est considéré comme néfaste. C'est fabuleux. Fabuleux. Et alors, que penser de ce qu'a annoncé le gouvernement dans cette loi contre le séparatisme, d'interdire l'école à la maison? Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous? Alors, premièrement, c'est infaisable. C'est infaisable parce qu'il faudrait un corps d'inspecteurs, de milliers d'inspecteurs, de milliers, et qui iraient voir précisément comment ça se fait, etc. Vous pouvez trouver toutes les raisons médicales, etc., pour que les gosses n'y aillent pas. On trouve bien toutes les raisons médicales pour qu'ils n'aillent pas à la piscine. Vous voyez? Bon. Là, sans problème. Bon. Premièrement, donc, c'est infaisable. Il ne faut jamais, en politique, décréter quelque chose que vous ne pourrez pas maintenir dans les faits. C'est comme si on vous disait demain, 80 km/h, c'est pas assez, dorénavant, vous ne dépasserez pas le 40. Là, on sait tous que ça ne marchera pas. Voilà. Alors, et d'un. Deuxièmement, c'était d'une façon, c'est un point de vue très général, de façon à ne pas dire ce que nous voulons éviter, c'est l'enseignement confessionnel à la maison. C'était quand même assez explicite que c'était ça le but. C'est pas dit explicitement. Ce qui est dit explicitement, c'est il n'y aura plus d'école à la maison. C'est absurde dans la mesure où une assez large majorité des gens qui font école à la maison, sous une forme ou une autre, parce que parfois les familles se rassemblent à 4 ou 5, etc. Hein, ça dépend des compétences un peu des uns et des autres, le font pour des raisons pédagogiques. Alors, il y a ceux qui n'aiment pas l'école laïque, il y a ceux qui n'aiment pas ceci, qui n'aiment pas cela, etc. Mais globalement, ce sont des gens qui veulent que leurs enfants sachent lire, écrire, calculer, compter et des notions d'histoire, les basiques. Vous voyez, si vous avez une petite fille, vous dites, quand elle passera en 6e, j'aimerais qu'elle sache ça, ça, ça et ça, ça. Au moins, ce que moi, je savais quand je suis entré en 6e. Ça, c'est la majorité des familles qui font école à la maison. Oui, largement. Vous diriez la proportion... ce qui fait d'ailleurs que vous avez toutes sortes d'associations qui ont d'ailleurs plus ou moins l'oreille du ministre, qui sont des associations très souvent de gens de droite, très conventionnels, etc., qui sont en train de pousser les députés à apporter des amendements divers et variés. C'est ce qu'on appelle des cavaliers en termes législatifs, qui vont permettre de moduler la loi pour la vider complètement de son contenu. Voilà. Ce qui fait que, par exemple, parce qu'on dit école à la maison, mais comme l'école à la maison, ça peut être le fait d'un petit groupe. Le petit groupe, ça peut être une douzaine d'élèves réunis avec un dirigeant religieux quelconque qui va leur apprendre. Voilà. Le problème même, c'est qu'est-ce qu'on doit apprendre. Et c'est là qu'on n'est pas arrivé à s'entendre. Les basiques, bon, globalement, on se dit, allez... Mais je vais prendre un exemple tout bête. Le premier point, c'est qu'on devrait apprendre le français. Et bien, je peux vous assurer qu'on n'apprend plus le français. D'ailleurs, de plus en plus, on dit, oui, mais on va apprendre l'anglais dès les petites classes. Alors, je ne sais pas si vous êtes bilingue, trilingue, peu importe. Pas en anglais, c'est le moins qu'on puisse dire. Bon, mais on apprend bien une langue étrangère que quand on maîtrise complètement la sienne. Si on ne maîtrise pas la sienne, on n'a aucune chance d'apprendre la langue étrangère, sinon d'une façon aussi imparfaite que ce qu'on parle la sienne. Quelle que soit sa langue maternelle. Je travaillais au Maroc d'une façon très, très officielle, pour savoir, le Maroc a plusieurs langues officielles. Il y a le français, l'arabe et les langues berbères. Et ils sont aperçus qu'il ne fallait pas imposer une langue unique,
mais il fallait imposer la maîtrise de la langue maternelle. Et qu'à partir de la maîtrise de la langue maternelle, vous pouviez très facilement, dans un deuxième temps, apprendre le reste. Je vous donne un exemple. Il y a une chanson des Beatles qui est « When I'm 64 », quand j'aurai 64 ans. Alors, vous dites, mais pourquoi est-ce que les Anglais disent « When I am » ? Pourquoi ils utilisent un présent ? Eh bien, vous le comprenez, vous savez que l'anglais à 75% c'est du français. En fait, pas tout, on les a envahis et conquis. Vous apercevez qu'en français, le futur, j'aimerais, c'est fabriqué avec un infinitif présent auquel vous adjoignez la désinence du verbe avoir au présent. Aimer, et a, j'aimerais, tu aimeras, il aimera. Donc le futur, c'est le présent, parce qu'on se projette. On fait comme si c'était présent. Quand j'aurai 64 ans, c'est exactement l'équivalent de ce que disent les Anglais « When I'm 64 ». Mais ça, vous ne pouvez le comprendre que si vous maîtrisez d'une façon fine ce que c'est que le futur. Pareil pour le reste. On m'a interviewé il n'y a pas très longtemps pour savoir si j'étais ou non favorable à l'enseignement de l'arabe. C'est la question piège. Bien sûr que je suis favorable à l'enseignement de l'arabe. C'est une immense civilisation, il y a une immense littérature, etc. Mais de l'arabe, pas du pataouette parlé dans les quartiers. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est-à-dire d'une vraie langue arabe, classique, a priori. Celle de Al Jazeera, quoi. Pardon ? Celle de Al Jazeera. Celle du Coran, celle des Mille et une nuits, parce qu'on ne lit pas que le Coran. Je veux dire, dans le Coran, c'est une chose, les Mille et une nuits, c'est le plus fabuleux recueil d'histoires de cul qu'on ait jamais écrit. Je ne sais pas si vous avez jeté un œil dedans, mais c'est extraordinaire. Bon, une fois que vous maîtrisez ça, vous êtes capable de... D'ailleurs, il y a des érudits arabisants qui sont des gens tout à fait remarquables. Mais que ce soit vraiment bien maîtrisé. Pas la langue mélangée d'arabe, de turc et de je ne sais trop quoi, de l'imam qui va faire un cours à 4 personnes dans un truc planqué au cœur du panier à Marseille. Vous voyez ? Voilà. C'est pareil pour tout le reste. C'est-à-dire que si on apprenait le français, vraiment le français, mais ce que je disais tout à l'heure, on a décidé depuis la fin des années 60 d'apprendre le français tel qu'il se parle. Aya Nakamura. Ben c'est grotesque, hein, Aya Nakamura, on est bien d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que à force de vouloir faire du colloquial, comme on dirait en anglais, on a fini par anéantir tout ce qui était le fond de la langue française. La langue française, à l'oral, est en fait extrêmement écrite. Regardez le nombre de choses à l'oral que vous n'entendez pas, mais que vous pouvez voir si vous voyez la phrase écrite. Vous vous rendez compte qu'il y a des tas de lettres, par exemple, qui, à l'oral, ne sont pas prononcées. C'est une langue qui est extraordinairement intellectualisée. Le seul moyen de l'apprendre, c'est de passer par les textes. Et de passer par des textes extrêmement corsetés. C'est pour ça qu'on vous a fait apprendre le corbeau et le renard. Vous voyez ? Parce que les maîtres savaient bien que c'était pas en jouant au foot dans la cour que vous alliez parler un français exquis. Mais Maître Corbeau sur un arbre perché tenait dans son bec un fromage, là on est d'un seul coup, très très vite, hein, dans ce qu'il y a de plus parfait dans la langue. Ça fait partie des initiatives de Jean-Michel Blanquer quand il est arrivé au ministère. Depuis qu'il y est, chaque année, fin juin, il fait distribuer des extraits des Fables de La Fontaine aux enfants de CM2. Ma foi, c'est une goutte d'eau, hein, c'est vraiment une goutte d'eau, mais c'est symbolique. C'est symbolique du fait que, dans la vision du ministre, la langue qui se parle, c'est pas la langue qui se parle dans la rue, c'est la langue française telle qu'elle devrait se parler. Le bon usage. En même temps, on pourrait vous répondre, oui, mais la langue évolue, et... Pipeau, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça c'est une...
c'est un truc de féministe ou d'écriture inclusive, etc., ou ce que vous voulez. Vous avez une très belle déclaration de Roland Barthes, dont j'ai suivi les cours autrefois, qui était un type extraordinaire, disant « La langue est fasciste ». La langue est fasciste, non pas qu'elle vous empêche de dire, mais elle vous oblige à dire. Elle vous oblige à dire de telle ou telle manière. Ce qui fait un très grand écrivain, c'est sa capacité à être sur la marge de la langue. En poésie, par exemple, ça c'est extrêmement net. Bon, mais autrement, la langue vous oblige à dire sujet, verbe, complément. Il y a un ordre, hein, et si vous faites de l'allemand, le verbe sera à la fin, il y a un ordre. Voilà. Et si vous n'apprenez pas cet ordre aux enfants, vous les bousillez. Vous les bousillez parce qu'ils finiront par parler la langue des films d'Abdelatif Kechiche. Qui n'est pas forcément ce qu'on fait de mieux en cinéma. Sur l'écriture inclusive, vous en pensez quoi? Je constate que les aveugles ne s'en sortent pas, et rien que ça me suffit. C'est pas ça. C'est une écriture, mais vous ne pouvez pas le dire à l'oral. Vous voyez? Nous sommes tous flattés. Alors, dites-moi à l'oral, flatté et ES. Vous comprenez ce que je veux dire? Bien sûr. C'est ce que je vous disais à l'instant. Lorsqu'on parle, il y a des tas de lettres qui disparaissent. Alors, c'est fait uniquement pour la Pravda. La Pravda, c'est Le Monde et Libé. Hein, dans ma catégorie personnelle, écriture inclusive, professeur E avec un E à la fin, auteur E avec un E à la fin, j'appelle les finales marseillaises. Tu fais quoi dans la vie? Je suis professeur à pocheur. Vous voyez, c'est d'une... Alors, on pourrait travailler là-dessus. On pourrait dire, eh bien, par exemple, on peut faire professoresse sur le modèle de docteur, doctoresse, ça existe. Professeuse, sur le modèle de masseur, masseuse, comme on peut faire autrice, je pourrais l'admettre, parce qu'en latin, auctrix existe. Et le mot a existé au moins jusqu'au XVIe siècle. Bon, il y a des règles, mais vous pouvez faire une proposition à la langue, mais la langue retiendra ce qu'elle voudra. Je prends un exemple. Une bande d'imbéciles qui ne connaissaient rien à l'anglais ont décidé qu'on allait dire la Covid. Vous avez remarqué? Oui, bien sûr. Pourquoi? Parce que disease, la maladie. Parce que le D, c'est disease. Mais the disease en anglais, c'est masculin ou féminin? C'est neutre. Ouais. Et le neutre en français, c'est le masculin. Eh bien, c'est tellement vrai que le peuple entier dit le Covid. Vous voyez? Et ils peuvent essayer de dire la Covid tant qu'ils veulent. Ils peuvent se le répéter aux chiottes s'ils veulent. Ça passera jamais. Ça passera jamais parce que ça va contre le sentiment populaire au sens noble du terme, populaire de la langue. C'est la langue qui décide. La langue dit depuis toujours le prof ou la prof. Parce que quand vous dites ça, vous avez une valeur en quelque sorte sentimentale. On est plus proche. Mais elle dit le professeur. Vous voyez? La professeure, arrête. Est-ce que Simone de Beauvoir, qui a été prof et qui était auteur, pensait d'elle qu'elle était professeure et auteur? Vous voyez ce que je veux dire? Non, elle se contentait d'être Beauvoir. Bon, mais les chiens de garde ont envie d'être Judith Butler, théorie du genre, etc. Grand bien leur face, je veux dire, ce sont des microbes par rapport à des gens comme Beauvoir. Ça ne passera pas. Ou si ça passe, ça passera parce que le peuple aura décidé que ça passe. Vous voyez? Le peuple ne dit pas qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis chauffeuse routière. Alors, il y en a certains collègues qui me disent, moi, je suis maîtresse de conférence. C'est ça. Et mon avocate, je vais devant le tribunal lui dire, maîtresse. Vous voyez? Bon, ça ne va pas coller. Parce qu'il y a des choses, de la même façon, dans professeur, ça fait très longtemps qu'on n'entend plus fesseur. Mais c'est très bizarre, dans professeuse, on entend fesseuse, et dans écrivaine, on entend veine. C'est bête, hein? Mais parce que la langue française n'a pas tendance à rallonger les mots, elle a plutôt tendance à les contracter. Professeur, prof.
Voilà. Après, il y a ceux qui disent « Ah oui, mais parce que c'est affreux, le masculin l'emporte sur le féminin. » J'allais vous poser cette question. Oui, mais j'ai entendu votre cerveau qui... pendant très longtemps, on a accordé avec le dernier mot. C'était un usage latin. Bon. On a essayé de fixer des règles au XVIIe siècle. On les a fixées et ces règles sont passées dans l'usage. Je prends un exemple. L'accord du participe conjugué avec l'auxiliaire avoir avec un COD antéposé. Je les ai plantés. C'est une règle absurde qui a été édictée par Clément Marot, sublime poète des années 1525, sur le modèle italien. C'est passé. Dans les années 1900, il y avait toutes sortes de gens intelligents en 1900 qui se sont dit c'est une règle absurde, on va la supprimer. Le peuple s'y opposait, alors même qu'il continue à avoir des difficultés à dicter sur des trucs comme ça, hein, le peuple. Il est très attaché à certaines absurdités. Voilà. Et à partir de là, oui, on peut faire des réformes minimalistes. Vous avez le droit de dire les haricots. Le H aspiré est en train de disparaître petit à petit. Il y a des choses, par exemple, il y a des choses fautives qui sont en train de s'imposer. Par exemple, 90% des gens disent « après que je sois parti ». C'est une faute énorme. Il faut, après que, on utilise l'indicatif. Après que je suis parti. Ou après que je fus parti. Mais c'est très rare. C'est même comme ça que l'on repère le degré culturel de votre interlocuteur. C'est comme un palier, vous savez. Bon. Ou se rappeler. 90% des gens disent se rappeler de ceci ou cela. Or, c'est un verbe transitif. On se rappelle quelque chose. Mais c'est contaminé par se souvenir d'eux. Si la langue l'a décidé, qui suis-je, moi, Jean-Paul Brigelli, pour décider que c'est absurde? J'entérine. Je peux m'amuser à ça. Je vais prendre un exemple. Oignon. Vous l'écrivez quand même OI. Or, c'est oignon. Pourquoi il y a un I? Il y a un I pour marquer, c'est une graphie, pour marquer le fait que le GN, c'était gneux et pas gneu. C'est la mouure du GN. Comme vous aviez autrefois, on disait champagne, et c'est devenu champagne. Mais on continue à écrire poignard et à dire poignard, alors qu'on devrait dire poignard. Ah ben, l'usage a décidé que c'était comme ça. Voilà. Donc, pour ce qui est de l'écriture inclusive, pour le moment, c'est très drôle, et je leur souhaite, je leur donne rendez-vous dans 50 ans, pour voir un petit peu ce que l'usage en aura retenu, mais à mon avis, rien. Mais là, si on suit votre raisonnement, là, l'usage qui s'impose aujourd'hui, c'est le langage SMS. Pas tant que ça. D'abord, le langage SMS, de plus en plus, il y a une aide SMS. C'est-à-dire quand vous tapez un SMS, c'est la machine qui écrit à votre place. C'est vrai. Qui vous propose. Et la machine, on lui a appris les bonnes formes orthographiques. Vous tapez « ou » et elle vous propose « OU accent ». D'accord ? Voilà. Donc, les gens qui font des fautes en langage SMS, c'est que franchement, ils veulent. Hein. Ça, oui, c'est vrai. Et oui, et parfois, il faut le faire exprès. Non, mais en plus de ça, très franchement, de temps en temps, la machine... Vous savez, les machines sont... Vous avez bien compris que machine intelligente, c'est une contradiction dans les termes. Ou que intelligence artificielle, c'est une autre contradiction dans les termes. Il n'y a pas très longtemps, Facebook, j'utilise une formule latine qui était asinus asinum fricat. Les ânes parlent aux ânes. Et, heureusement que j'ai fait attention, Facebook m'a transformé ça en anus intensément frit. Voilà. Non, le langage SMS a été vrai au début des SMS. Au moment où on faisait des abréviations. Vous vous rappelez, il y a eu une période où c'était quasiment au nombre de signes que vous... C'est vrai. Voilà. Et en fait, ouais, vous avez raison, ça a un peu disparu. Ouais. Ça a disparu. Non, ce que je crains beaucoup, c'est l'invasion de tout un langage de rue. Qu'est-ce que j'ai trouvé? Il y a pas j'ai passé Coca Light. Ah oui, voilà, mon Dieu. Pour Coq à l'âne. Pour Coq à l'âne. Mais c'est parce que au moment où ils l'ont entendu, ils ne le visualisaient pas.
dans leur tête. Ils sont allés donc au plus proche de ce que leur cerveau imbibé de coca, light ou pas light, leur suggérait. Ils ont fait du global. Ils ont fait du global. Exactement. Vous voyez? Donc, j'ai pas de... Même des langues qui sont extrêmement minoritaires. Le français est loin d'être une langue minoritaire. Hein. On est 300 ou 400 millions de gens à le parler dans le monde. Bon, mettons l'italien, le hongrois, le basque, etc. Ce sont des langues qui ne bougent pas. Et qui n'ont pas bougé depuis... Allez dire à Viktor Orban que sa langue est en train de disparaître, etc. Vous allez voir un peu ce qui vous met dans la tronche. Vous voyez, c'est pas parce que c'est peu parlé qu'on va être envahi. Les Anglais se plaignent de la façon dont l'anglais finit par être dépassé par le globish. Hein, le globish, c'est la langue qu'un Argentin parle avec un Islandais sur l'aéroport de Bangkok. Voilà, à peu de choses près. Mais chaque langue, en même temps, a un statut écrit. On continue à dire, l'anglais, c'est la langue de Shakespeare et le français, c'est la langue de Molière. Mais j'aimerais beaucoup que les petits Français lisent Molière et que les petits Anglais continuent à lire Shakespeare. Vous voyez, même si, actuellement, quand ils le lisent, ils disent oh, que le bouffon, hein, qu'est-ce qu'il raconte? Voilà. Mais c'est le boulot de l'enseignant de leur expliquer que la façon dont ils parlent eux-mêmes, c'est du gloubi-boulga. Et que s'ils veulent, d'une façon ou d'une autre, sortir du ghetto, il faut qu'ils parlent la langue de l'adversaire. C'est-à-dire qu'ils parlent, c'est le début de notre conversation, la langue des 10% que le protocole de Lisbonne a décrété être les heureux de ce monde. Vous comprenez ce que je veux dire? Moi, je me suis battu en tant que prof de façon à ce que... J'ai travaillé pendant 13 ans dans les ZEP les plus noirs de la région parisienne. Au Tarteret, à Corbeil, aux Ulysses, etc. Avec des élèves qui étaient abandonnés de tout le monde. Bon, et mon boulot, c'était de leur apprendre le très bon français. Je dirais même, par réaction, j'étais allé chercher des formes de français les plus sophistiquées qui soient. Ils m'en ont été très reconnaissants. Très reconnaissants parce que je les prenais au sérieux. Il y a... Anecdote. Je suis arrivé un jour dans une classe, il y avait 12 redoublants. Je dis, comment ça se fait? Ouais, mais l'année dernière, on n'a pas eu cours de français. Pourquoi? Eh bien, leur prof s'était suicidé fin octobre et personne n'avait remplacé. En fait, il lui avait fait un truc d'enfer pendant 2 mois. Et finalement, je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'elle vous a fait faire? Elle les faisait travailler sur des textes de Libé. Et moi, je les faisais travailler sur des poèmes de Mallarmé. Et au bout de 3 ou 4 mois, il y en a un qui a dit, vous savez quoi, monsieur? Mon cousin, qui connaît quelqu'un qui est Henri IV, eh bien, ils ont fait le même texte que nous. C'était ça, la vraie promotion sociale, c'était que le lycée Robert Doisneau de Corbeil avait le droit de travailler sur les mêmes textes que le lycée Henri IV de la montagne de Sainte-Geneviève. Vous voyez ce que je veux dire? Et pas sur des articles à la con de journalistes qui écrivent pas forcément un français délectable. Voilà. Mais c'est ce qu'on fait de plus en plus. De la même façon, par exemple, on essaie de plus en plus, vous n'avez qu'à regarder la façon dont... Je me suis beaucoup intéressé, parce que j'ai beaucoup travaillé dans l'édition, à la littérature pour les enfants. Vous avez lu Le Club des 5 quand vous étiez petit? Non. Ils ont tous été retraduits récemment. Retraduits et simplifiés. Martine, vous voyez les Martines? Ça a tout été retraduit, enfin pas retraduit, ça a tout été simplifié, c'est-à-dire que là où il y avait 15 lignes, il en reste 4. Le Club des 5, c'était écrit au passé simple, maintenant c'est écrit au présent. Parce qu'ils ont jugé que le passé simple, c'est le temps des contes. Hein. Il était une fois...
un jour, la princesse, et là, c'est simple, automatiquement. Non, maintenant, c'est tout au présent, et ils ont modifié les contenus de façon pas choquant. C'est un peu comme, vous savez, Blanche-Neige et les 7 personnes de petite taille. Voilà. On prend les gens pour des cons. Vous avez une énorme édition pour enfants qui simplifie les textes en partant du principe que il ne faut pas laisser dans les textes un mot difficile. Or, c'est ça qui fait l'intérêt. Un gosse, peu importe qu'il ne comprenne pas le mot, quand il aura trouvé devant lui 10 fois, il finira par piger ce que ça peut bien vouloir dire. Ou à la limite, il ira voir. Ou il demandera. Mais si on lui donne que les mots qui sont son vocabulaire, les 300 mots de base qui font que Kevin, il dit c'est un wawa, et non pas c'est un golden retriever, ils progresseront jamais. Ils resteront dans le ghetto. Voilà. C'est-à-dire que, si vous voulez, c'est pas un paradoxe, hein, plus vous êtes élitiste en classe, et plus vous travaillez pour les plus démunis. Voilà. Et moins vous êtes élitiste, et plus vous travaillez, au fond, pour les enfants de ceux qui sont déjà arrivés. Voilà. C'est un phénomène de base. Et pour reprendre le sujet dont on parlait tout à l'heure, lorsque vous faites classe à la maison, vous essayez d'une façon ou d'une autre de contrarier cette espèce de double fatalité. Mais ça revient au même, puisque vous ne pouvez faire classe que si vous avez vous-même un niveau suffisant. Et vous vous débrouillez pour transmettre au moins ça. Très souvent, les parents, ce que j'ai vu très souvent, ils se regroupaient à 4-5, parce qu'ils finissent par se connaître. Hein. Et quand il y en avait un qui était plus doué en maths qu'en histoire, etc., voilà, ils finissaient par faire, au fond, ils refaisaient une classe, mais à très petits effectifs, par définition, et dans un cadre non scolaire. Alors, est-ce que c'est encore de l'école à la maison, ou est-ce que c'est une structure annexe, comme il y en a d'autres? Voilà. En revanche, bien sûr que le gouvernement a tout intérêt à se méfier de ce qui est de l'ordre des sectes, de l'ordre du bourrage de crâne, etc. Bien sûr, mais ça, il y a déjà des lois qui existent là-dessus, c'est pas la peine de faire une loi nouvelle. Hein. On a déjà tout l'arsenal possible là-dessus. Les fameux inspecteurs dont vous parliez tout à l'heure. Voilà, les inspecteurs sont chargés, mais ils le font vraiment, hein, sont chargés d'aller très loin parfois. Hein, il faut faire parfois 200 km pour aller voir 2 familles qui sont installées en Haute-Ardèche, qui font le picolon d'un côté et l'enseignement à la maison de l'autre côté, plus les plans de chiche dont on parlait précédemment, etc. Et peu importe d'ailleurs, s'ils le font bien, pourquoi pas? Vous voyez, si les enfants ne sont pas maltraités, s'ils apprennent des choses, si... j'ai rien contre, a priori. Hein, après tout, si on réfléchissait bien, pendant des siècles, les petits aristocrates, hein, ils n'allaient pas à l'école. Hein. Ils apprenaient avec soit leurs parents, soit un précepteur qu'on leur trouvait, etc. Et c'était à la maison que ça se passait. Ça ne les a pas empêchés de dominer la France pendant une bonne quinzaine de siècles. Vous voyez, voilà, donc c'est tout à fait jouable. Simplement, le fait qu'il y en ait de plus en plus est le symptôme de l'anéantissement interne, de l'écroulement interne du système éducatif et de la civilisation par ailleurs. Ça va de pair. Ça va absolument de pair. Vous diriez que c'est réversible ou pas? De vous à moi, non. Je pense qu'on est fini. Honnêtement, hein, je pense qu'on est absolument fini. Je pense que les gens de ma génération, enfin, baby boom, ok boomer, enfin tout ce que vous voulez, hein, sont les derniers qui ont bénéficié à plein d'un système d'éducation performant, d'un système économique performant, d'un système, on va dire, de vie agréable. Et ça se dégrade en permanence, et on suit cette dégradation. On suit cette dégradation tout à fait. Je vous rappelle par exemple qu'on en arrive... Regardez, le prochain phénomène, je le vois gros comme une maison, hein, on aura des gens très peu cultivés,
et à qui on va donner un salaire universel de 550 € pour qu'ils branlent leur télécommande dans leur canapé en regardant le foot. Ou Cyril Hanouna. Ou l'équivalent. Ça vous semble noir comme vision? C'est une vision de l'enfer. Oui, mais il faut bien se rendre compte à un certain moment. Je vous assure, hein, il y a eu d'autres moments dans l'histoire de l'humanité où des civilisations se sont effondrées. Je ne vais pas vous reciter constamment la fameuse phrase de Paul Valéry. Vous savez, nous autres civilisations, nous sommes maintenant que nous sommes mortels. Et il continue en disant Ninive, Babylone ne sont plus que des beaux noms. Effectivement, c'était des civilisations gigantesques. Renseignez-vous, par exemple, il y a l'essentiel des civilisations de l'Est de la Méditerranée qui se sont effondrées aux alentours de 1150 avant Jésus-Christ. En 20 ans. Crise économique, phénomène physique, guerre, invasion, etc. En 20 ans, l'Empire hittite, tout ça s'est effondré. Ça correspond en gros à la guerre de Troie, vous voyez, au niveau des dates. Voilà. Mais très belle exposition il n'y a pas très longtemps au Louvre sur la question. Ça a disparu. Alors, après, vous en avez une autre. C'est à ce moment-là sont arrivés les Sémites. Vous voyez, par le sud, par exemple. Qui n'étaient pas avant. Mais c'est à ce moment-là que sont arrivés les Slaves, par exemple, au niveau de la Grèce, etc. Mais ce qu'on appelle la civilisation mycénienne, etc., je ne sais pas si vous êtes allé en Grèce, il reste des ruines absolument somptueuses, ce qu'on appelle des ruines cyclopéennes, et cette civilisation a disparu, mais disparu complètement. On a mis plus de 2000 ans à comprendre les quelques textes qu'on avait gardés. Qu'on appelle l'UNR A et l'UNR B. Voilà, la civilisation s'effondre. Après tout, la civilisation arabe s'est bien effondrée, complètement. Complètement, hein. La civilisation arabe de l'époque de Haroun al-Rachid, ça correspond pile, c'est facile de se repérer, c'est l'an 800. Vous savez, ça correspond à Charlemagne. Ils avaient échangé des ambassadeurs, parce qu'ils étaient de puissance en puissance. Bon, Haroun al-Rachid, extraordinaire. Et il se foutait pas mal que son poète favori soit homosexuel. Il n'allait pas le faire empaler. Vous voyez, et ils avaient une puissance absolument extraordinaire. Ça a disparu dans les sables, parce que sont arrivés les hordes mongoles, les Turcs, etc. Il ne restait plus rien. Absolument plus rien. Ils vivent actuellement sur un rêve, El Andalus. Vous savez, bon, mais ça a disparu aussi. La civilisation arabe espagnole de l'an 1000, c'était extraordinaire, c'est très, très florissant, etc. Ça a disparu, les civilisations meurent. Et quand vous étudiez les systèmes éducatifs de ces différentes civilisations, civilisation romaine a duré, bon an, mal an, aux alentours de 800 ans. C'est énorme, hein, 800 ans. Si vous réfléchissez, la civilisation française, elle a en gros 1 millier d'années. Civilisation européenne, elle a moins que ça d'ailleurs, la civilisation européenne. Bon, 800 ans, au bout de 800 ans, aux alentours de 420 après Jésus-Christ, il n'y a plus de civilisation romaine. Il n'y en a plus. Voilà. Il en reste, si, dans l'Est, Byzance, etc., jusqu'au moment où les Turcs captent tout ça. Et puis il y a eu une grande civilisation turque. Si vous êtes allé à Istanbul, vous apercevez qu'il y a des palais absolument extraordinaires, etc. Et puis, vous apercevez ce que sont devenus les Turcs après la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire rien, quoi. Voilà, ça va, ça vient. La Chine a été une civilisation fabuleuse, puis a disparu au moment où les Mongols y sont arrivés. La civilisation mongole a été extraordinaire, c'est Kubilai Khan, au moment où Marco Polo y est allé, hein, 12e siècle, 12e, 13e siècle. Bon, et en 1840, au moment où les Occidentaux sont arrivés en Chine, il n'y avait plus rien. Plus rien. Bon, ben actuellement, Xi Jinping est en train de refaire une civilisation chinoise. Alors on peut trouver que la façon dont il le fait
est immonde, etc. Moi, je veux bien. Mais ils ont des écoles qui sont extraordinairement performantes. Un système, depuis la maternelle jusqu'aux universités, vous vous rendez compte, en l'espace d'une trentaine d'années, ce que la Chine a fait au niveau industriel, au niveau culturel. Éducatif. C'est éducatif. Éducatif, mais parce que c'est passé par l'éducation. Par exemple, Mao a décidé une grande simplification de la langue chinoise. C'est-à-dire qu'on est passé de quelque chose comme 50 000 signes à 500. Ce qui est pas mal. Et en même temps, vous avez des érudits qui, à nouveau, apprennent le chinois traditionnel, etc. Mais ça leur a donné une force de frappe absolument extraordinaire. Sans compter que on n'a pas cessé, nous, par exemple, d'avoir de moins en moins d'heures de classe. Par exemple, j'avais, quand j'allais en classe, 5 jours pleins. 5 jours. Lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi. À l'époque, c'était jeudi. Bon. Actuellement, on est à 4 jours. Bon, ben, c'est pas compliqué. Vous ne pouvez pas enseigner la même quantité de choses en 4 jours et demi que ce que vous l'enseignez en 5. Ou 5 et demi même. Parce qu'après, dès qu'on était au collège, le jeudi matin, on travaillait. Quel conseil vous donneriez, M. Brigelli, et pour conclure, aux parents qui ont des enfants, qui vont mettre leurs enfants à l'école bientôt, ou qui, si ce n'est pas déjà le cas? Alors, je leur suggérerais d'abord, parce qu'il y a toujours le moment où on se projette dans ses enfants, je leur suggérerais d'abord d'évaluer leurs enfants. C'est très difficile, c'est-à-dire de savoir de quoi leurs enfants sont capables. Et ça fait... Je sais que ça ne se dit pas, hein, mais maintenant, je n'ai plus rien à foutre. Hein. Tous les enfants n'ont pas le même niveau. Voilà. Dès le départ. Parce qu'on ne les a pas peut-être assez stimulés entre 0 et 2 ans. Vous savez, c'est là que ça se joue. Hein. Parce qu'après, ils n'ont pas les connexions qui sont faites. Vous avez des gosses, très peu, hein, qui sont des loukoums. Voilà. Savoir ce qu'ils sont capables de faire. Savoir si, par exemple, mais ça commence bien avant, savoir si leurs enfants sont capables de rester 20 minutes ou 25 minutes sages, en train de faire quelque chose, de s'occuper véritablement, ou bien s'ils papillonnent, savoir si ils ont vraiment une main droite, une main gauche, si c'est bien déterminé, etc. Si on leur a donné précocement des papiers et des crayons pour qu'ils fassent des dessins, pour qu'ils écrivent des choses, s'ils ont eu un petit tableau chez eux avec des feutres mangeables. Voilà, c'est-à-dire qu'ils les évaluent. Ensuite, que très tôt, ils leur mettent entre les mains, au lieu de les mettre devant la télé pour avoir la paix. Enfin, vous imaginez pas quand vous êtes prof et que vous entendez les parents qui vous disent « Pourtant, hein, je lui ai mis une télé dans sa chambre. » Et là, vous avez envie de lui faire manger la télé en question. Manger, mais je vous assure. Hein. Voilà. Est-ce que vous leur avez donné des livres précocement? Est-ce que vous les avez lus avec eux? Est-ce que vous avez pris le temps? Est-ce que vous avez pris le temps de stimuler? Il n'y a pas de hasard, hein, très honnêtement. Il y a quelques données génétiques, mais voilà, en dehors de grosses tares. Mais le reste, c'est vraiment de la... On passe. Quand on est prof ou quand on est parent, on est un passeur. Alors, premier point, qu'est-ce que vous leur avez passé? Deuxièmement, évaluer très exactement le système scolaire dont vous dépendez, parce qu'il y a encore une carte scolaire, etc. Et demandez-vous si c'est vraiment ce que vous voulez pour votre enfant. Étant entendu qu'en général, on veut le mieux. J'ai expliqué ça plusieurs fois. L'idéal, ce serait qu'à la question « Qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as appris à l'école aujourd'hui ?» il y ait chaque jour une réponse. Même si c'est une petite réponse. Là, j'ai appris que... Pas forcément la règle 3, vous voyez, mais un jour la règle 3, voilà.
Qu'est-ce que tu as appris à l'école aujourd'hui? Et les gosses qui reviennent, non? Je sais pas. Là, il y a un malaise, il y a un problème. Parce que quand vous l'avez, vous, votre gosse, une journée entière, et que vous vous en occupez un peu, vous lui apprenez quelque chose. Vous lui apprenez toujours quelque chose. Bon, eh ben c'est la moindre des choses qu'on en attend autant de l'école. Et si on ne l'a pas à l'école, il faut arriver à lui donner d'une façon ou d'une autre. Voilà. Parce que même si la civilisation s'effondre, il va quand même falloir survivre. Et on ne survit pas uniquement en ayant du pain, du vin et du boursin, on survit en ayant un cadre culturel, des bouquins, des capacités à voir un film. Voilà. Vous n'allez pas lui montrer forcément des merdes. Vous lui montrerez des choses qui sont intéressantes. Moi, je fais pour les élèves une espèce de chronologie du cinéma des 200 films à voir indispensablement pour avoir une base. Une base. Hein. Voilà. Et quand j'en ai parlé avec eux, on dit on en connaît 5. C'est ça, l'éducation, c'est de les prendre du début et de les amener le plus loin possible. Pas uniquement en fonction de vous, mais aussi loin qu'ils peuvent aller. Jusqu'au moment où vous vous rendez compte, ça arrive, que votre gosse, ça y est, vous lui avez dit, vous lui aviez donné tout ce que vous pouviez transmettre, et il faut passer le relais à quelqu'un d'autre. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a inventé les profs. Pourvu que vous trouviez des profs adéquats. Ce qui, d'ici 20 ans, va s'avérer très problématique. Vu qu'on les recrute. J'ai été au concours, vous comprenez, j'étais au concours au membre du jury et j'ai vu la façon dont on truandait les notes de façon à avoir des admis qui avaient des moyennes acceptables. Il y a 6 ans, au CAPES de maths, on avait le CAPES avec 4 de moyenne. Alors c'est toujours le cas, mais maintenant on leur met 10. Ah oui. Eh oui. Comme au bac. Enfin, vous savez bien que les notes du bac sont totalement truandées. Mais totalement, hein. Il y a une interdiction pratique de mettre une note inférieure à 8. Et tout est fait, c'est comme ça qu'il y a des gens qui ont des moyennes supérieures à 20. Tout est faux. Tout est totalement faux. Quand vous regardez, moi je regardais une rédac que faisait ma fille, là, hier, en 5e, et je dis, mais on te fait faire ça en 5e? J'ai dû le faire en CE1, l'équivalent. Vous voyez? Mais en 5e, déjà, qu'ils arrivent à écrire une page, actuellement, c'est devenu un chef-d'œuvre. J'ai eu des 5e, fin des années 70, il n'y en avait pas un seul qui écrivait moins de 8 pages. Correct. Et c'était dans un collège paumé de Normandie, dans un coin où on cultivait surtout la betterave. Bon, mais ça s'est effondré, mais d'une façon, c'est inimaginable. Inimaginable. Essayez de prendre les souvenirs les plus précis de votre propre formation, ou de la formation de vos parents, si vous pouvez comparer, etc. Et puis vous regardez ce qui se fait à l'école, et puis à partir de là, vous vous dites, est-ce que c'est satisfaisant ou est-ce que ça ne l'est pas? Si ça ne l'est pas, je cherche une autre école. Il y en a, hein. Il y en a, il ne faut pas exagérer, mais le problème, c'est que, comme il y en a très peu, elles sont surchargées, surdemandées, etc. Il y a de très bonnes écoles privées, comme il y a de très bonnes écoles publiques, hein, il n'y a pas de problème, mais les murs ne sont pas extensibles. Et après, qu'est-ce que je fais? D'où les incessantes demandes de dérogation à Paris. Parce qu'ils ne veulent pas être à Honoré de Balzac, ils ne veulent pas être à Paul Valéry, ils veulent être ailleurs. À Victor Duruy, à Condorcet, à Henri IV, à Louis le Grand, à Saint-Louis, Fénelon, la limite. Vous voyez, il y a une hiérarchie. Comme ça. D'ailleurs, les journaux n'arrêtent pas de vous dire, voilà, quels sont les meilleurs établissements, etc. C'est-à-dire qu'ils attisent encore les demandes des parents. Donc, à partir de là, vous dites, ce que je suis
Qu'est-ce que je suis capable, moi, de transmettre à mes enfants directement? Qu'est-ce que je suis capable de leur apprendre? Et si je ne suis pas capable de leur apprendre ça et ça, à quel type de professionnel est-ce que je peux faire appel? Ou bien, qui je connais, qui a les mêmes soucis que moi, et à qui je pourrais, moi, leur apprendre à faire une image, ce qui est un métier. Le nombre de fois où j'ai appris à des élèves à photographier, alors qu'ils sont satisfaits avec les conneries qu'ils font sur leur portable, alors je dis, mais c'est pas ça, la photo. La photo, c'est ce qu'on a fait tout à fait au début, c'est-à-dire écrire la lumière. Vous voyez, le réglage de la lumière, etc. Et pas uniquement la tronche de mon copain avec un gros nez, parce que j'ai pris ça avec fisheye de très très près, quoi. Voilà. On a fait le tour, je crois. Hein. On a fait le tour. On a fait le tour. Merci beaucoup, Monsieur Brigelli. C'était très intéressant.